C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne African Podcast TV, dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. Je l'honneur de vous présenter mes invités. En haut, M. Doukoumé Armand. Il est doctorat en droit privé et aussi il est directeur juridique du think tank Afrique Magazine. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci Amadou, merci aux téléspectateurs. Merci. Aussi en bas, j'ai monsieur Cédric Yamdje. Il est le président et fondateur du think tank 50 Afrique Magazine. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et aux spectateurs aussi. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation, c'est-à-dire le système éducatif en Afrique, quelque chose qui est très important, parce que si nous parlons de développement, on parle de l'éducation. Et M. Cédric, quelle analyse faites-vous au système éducatif africain? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, le système éducatif africain s'est amélioré, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut comprendre qu'avec la démographie qui ne fait que croître, puisqu'on est à environ 400 millions de jeunes de 15 à 24 ans et 500 millions de jeunes dans la moitié de la population africaine de 1,3 milliard, il faut repenser le système éducatif. Il faut changer, améliorer ce modèle et on pourra revenir plus tard sur les différents prérogatives que ou recommandations que nous suggérons. De base, le système éducatif, il est bien sûr différent d'un pays à un autre. C'est-à-dire que le même système éducatif qu'on retrouve au Rwanda, typiquement, est très avancé par rapport à un système éducatif dans un pays comme le Cameroun, où il est encore à reformer, ou dans d'autres comme la Côte d'Ivoire, où il y a des budgets qui sont alloués. Donc, pour répondre à votre question, le système éducatif, il est vraiment différent d'un pays africain à un autre. En fait. Voilà. OK. Monsieur Doukoumé, qu'en pensez-vous de cela? Merci Amadouba. Je crois que, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, l'appréciation des systèmes éducatifs en Afrique ne saurait être interprétée ou alors analysée dans une forme de globalité. Parce que les besoins des gens en termes de formation et même de besoins éducatifs, même simplement, ne sont pas les mêmes, ou alors ne reviennent pas avec la même urgence et les mêmes appétences dans un pays comme dans l'autre. Effectivement, c'est une question pour certains pays africains, surtout en Afrique centrale, où il faudra avoir de plus grandes réformes que dans d'autres pays africains pour lesquels les réformes sont déjà beaucoup plus avancées. Et nous aurons l'occasion dans ce débat de pouvoir présenter les différentes recommandations qui sont celles du think tank. Bien. Donc, on va parler, avant tout d'abord, on va parler des difficultés, parce que vous savez, notre système éducatif, le système éducatif africain a tellement beaucoup de difficultés, comme si bien mentionné. Donc, selon vous, quelles sont les difficultés que les systèmes éducatifs africains sont confrontés? Monsieur Cédric? Alors, il y a plusieurs difficultés auxquelles, en fait, le système éducatif est confronté. La première chose, c'est la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire que la qualité de l'enseignement, la qualité, le contenu et aussi la qualité des enseignants est à être améliorée pour se renouveler et permettre d'atteindre, en fait, la qualité obtenue aujourd'hui dans un environnement 2.0. Mais la plus grosse difficulté et la plus grosse épine du système éducatif africain, c'est l'adéquation entre en fait la formation au système éducatif et l'emploi. Généralement, dans un continent africain, on a selon la Banque de développement africaine, entre 10 et 13 millions de jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi. Donc, pour 3 millions de jeunes dans le secteur formel, cela veut dire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Cela veut dire que, typiquement, il faut trouver des leviers, en fait, pour pouvoir contenir cette taille, en fait, de jeunes dans le marché de l'emploi. Mais aujourd'hui, on forme trop de jeunes dans les secteurs qui ne répondent pas à ces besoins, c'est-à-dire les besoins agriculture, les besoins tertiaires,
Et ça, en fait, est dans le numérique. Et ça, c'est la plus grosse faiblesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut cibler les domaines où il faut former les jeunes. C'est ça la plus grosse faiblesse du système éducatif africain. L'autre faiblesse du système éducatif africain, c'est bien sûr le nombre d'universités, d'établissements. Et pour revenir sur la taille, la démographie de la jeunesse, c'est-à-dire la démographie de la population, 500 millions pour peu d'universités et peu d'écoles, c'est encore problématique. Et la jeunesse africaine peut devenir une bombe à retardement s'il n'y a pas assez d'établissements pour la former, pour pouvoir remplir les besoins d'emploi. Donc, c'est ça les 3 points que je dirais les limites du système africain aujourd'hui, du point de vue éducatif. Ok. Monsieur Doukoumé, vous savez très bien, si on parle de difficultés du système éducatif africain, nous parlons aussi des difficultés concernant les professeurs, les formateurs. Donc, qu'en pensez-vous de cela, monsieur Doukoumé? Non, je crois que la première approche également, c'est de renseigner dans le registre des difficultés du système éducatif africain l'héritage éducatif colonial. Parce qu'aujourd'hui, Cédric l'a évoqué tout à l'heure, c'est que lorsqu'on regarde justement l'inadéquation entre les formations et les besoins opérationnels dans nos pays africains, très peu de pays africains forment leur jeunesse pour les emplois auxquels la société a besoin. Et cela vient, par exemple, notamment de l'héritage éducatif colonial. Et dans ce contexte, il faudrait justement pouvoir établir déjà les états généraux éducatifs dans nos pays africains afin de faire un diagnostic clair des besoins éducatifs. Parce que l'éducation, comme c'est l'a dit tout à l'heure, c'est que si nous formons des gens que nous ne pouvons pas employer, justement, nous créons une bombe à retardement. Et pour revenir sur la question des formateurs, il y a une réelle problématique, c'est celle de l'enrôlement des formateurs sur l'ensemble des territoires nationaux. Aujourd'hui, nos pays africains ont une certaine concentration géographique de pôles d'agglomération assez importante qui fait en sorte que l'encadrement que l'on accorde aux jeunes en métropole, c'est pas le même encadrement que la jeunesse a dans les zones les plus rurales. Effectivement, pourquoi est-ce que cet accompagnement pédagogique n'arrive pas dans les zones rurales? C'est naturellement et fatalement parce que l'industrialisation et le développement qui est acquis dans les métropoles ne suit pas dans les zones rurales, ce qui fait en sorte qu'un jeune enseignant qui sort à 23 ans d'une école normale, que vous affectez à 150 km de la capitale, pour laquelle il doit faire 6 heures de route pour y aller, n'a aucune envie d'y aller. Effectivement, il y a un désert pédagogique dans nos pays africains qui ne peut être régulé qu'effectivement si le système éducatif est considéré comme un système, comme un pan de politique de développement et qui est accompagné dans ce sens pour que la politique de développement infrastructurelle et économique puisse tenir compte effectivement du pôle éducatif qui doit être mis en place pour l'ensemble de la population, de sorte que l'éducation ne devienne plus simplement le luxe et l'apanage des élèves et des enfants des zones urbaines, mais que ce soit une réalité collective sur l'ensemble de nos territoires. Donc, selon vous, M. Doukoumé, quelles sont les mesures à mettre en place pour avoir une éducation luxe, comme vous l'avez si bien mentionné, M. Doukoumé? Alors, ça passe par des actions concrètes et simples. Il faudrait déjà pouvoir cartographier l'ensemble de notre pays, de nos pays africains. Cette cartographie de démographie nous permet effectivement de pouvoir répondre à la question des besoins infrastructurels éducatifs en termes d'écoles, d'établissements. Parce que ce que nous n'avons pas dit tout à l'heure, c'est qu'au-delà, la question de la démographie va également poser la question de l'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des établissements scolaires où vous avez un enseignant pour 35 élèves. Dans l'accompagnement et les recommandations du système des Nations Unies, c'est impensable. Aujourd'hui, nous sommes sur un enseignant, enfin les recommandations sont sur un enseignant pour une dizaine d'élèves. Sauf que lorsque le même enseignant se retrouve à avoir 3 fois plus que ce qu'il ne peut avoir pour l'encadrement, on est là dans des freins. Cela veut dire qu'il faudrait que l'on puisse penser les besoins déjà sur une répartition géographique, en établissant la valeur réelle de nos besoins de la base vers le centre. Sauf que les politiques nationales telles qu'elles sont pensées aujourd'hui partent de la capitale ou alors du siège des institutions pour une ramification locale.
Pourtant, les décideurs politiques au niveau de l'État central ne sont pas au fait des réalités locales. Et c'est en cela que la décentralisation, lorsqu'elle est bien menée dans nos pays africains, permet justement à ce que, dès la base, la commune étant la plus petite unité administrative, que les collectivités locales décentralisées puissent concevoir à l'échelle locale des plans éducatifs, qu'elles puissent les faire remonter au niveau des régions, qui puissent tenir compte des besoins locaux et ruraux, et que, en fait, ces besoins, en remontant au niveau de l'État central, forment une certaine cohérence d'ensemble pour une politique éducative réelle. Et si on le fait, cela nous permettra, par exemple, à nos États africains de savoir quel est le nombre de jeunes en âge d'être scolarisés dans l'ensemble de nos communes et de savoir quel est le dispositif infrastructurel que l'on pourrait mettre en œuvre pour le nombre d'écoles à mettre en place. Et en fonction de cela, ça permettrait de dégager le nombre d'enseignants, le nombre d'instituteurs à pouvoir former sur une année pour qu'à une échelle réduite sur 3 ans, on puisse couvrir ce déficit. Sauf que lorsque les décisions ne sont prises que depuis la capitale, le chef des institutions, parfois ce sont des décisions qui sont complètement déconnectées de la réalité et qui n'ont aucune valeur opérationnelle. Bien. Monsieur Cédric, vous voudriez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter justement, pour compléter ce que dit Armand, les mesures qu'on peut prendre pour améliorer le système éducatif. Dans notre think tank, nous avons soumis certaines recommandations. Nous avons pensé à se baser sur le modèle sud-coréen. Le modèle sud-coréen est parti du principe que dans les années 1960, des pays comme le Sénégal, le Cameroun avaient le même PIB que la Corée du Sud. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. La Corée du Sud est top 20, top 15e mondial. Et le Cameroun ou le Sénégal sont encore loin de cet objectif. La différence entre les trois pays, c'est que pendant cette dizaine d'années, typiquement, la Corée du Sud a misé énormément sur la formation de sa jeunesse, de ses jeunes, de sa population et sur le capital humain. Aujourd'hui, l'investissement privé, en fait, dans l'éducation en Corée du Sud, en 2013, c'est atteint les 18 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le PIB par tête en Corée du Sud est de 39 400 dollars. Le PIB tout court est de 1 500 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit qu'on n'a pas de ressources naturelles, mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est former la population. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des géants comme Samsung et Hyundai qui viennent de ce pays, qui sont des géants mondiaux. Mais maintenant, comment nous, on va faire pour améliorer le système éducatif? On va s'inspirer des dragons asiatiques tels que la Corée du Sud en ayant nos racines africaines. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a entre 10 et 13 millions de jeunes qui entrent dans chaque jour, chaque année, en fait, qui recherchent de l'emploi selon la barre et pour 3 millions dans le secteur formel. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, du coup, il faut mettre dans nos recommandations et dans nos implémentations de politique publique l'entrepreneuriat au cœur du système, en fait, africain. C'est-à-dire que ça peut passer par des études de cas très simples pour les jeunes ou des études de cas ou des jeux très simples pour les jeunes pour qu'ils aient ce mindset d'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, en plus de résoudre le problème du chômage des jeunes, et donc qui est la conséquence de l'éducation, forcément l'entrepreneur crée de la richesse. Mais maintenant, pour nos racines africaines, il est important que dans nos livres, il y ait des langues nationales, l'apprentissage des langues nationales ou des dialectes. Dans les pays où il y a deux langues ou une langue ou un dialecte, c'est très facile, comme au Rwanda et au Congo, où il y a le Lingala, le Swahili. Dans les pays où, typiquement au Cameroun et dans d'autres pays où il y a 200, au Tchad, il y a 300 ou 200 ethnies, c'est un peu plus compliqué. Mais une solution, c'est de regrouper ces dialectes en 10 groupes de dialectes comme en Afrique du Sud et permettre à ces 10 dialectes de devenir en fait des langues nationales. Donc, il y a l'entrepreneuriat, il y a la langue, et il y a aussi avoir une espèce de bac panafricain. Un bac panafricain qui s'inspire des systèmes sud-coréens. En Corée du Sud, les élèves, quand ils terminent leur cours de 18h à 22h, ils préparent le Sunen, qui est le bac national, l'examen le plus important. Il faudrait qu'on s'inspire d'eux pour pouvoir avoir des cours le soir, comme cela se fait, par exemple, dans certains établissements au Cameroun, comme le lycée d'Iberman à l'époque, dans les années 2010-2000. Donc, pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir les meilleurs scores au bac national.
Et le bac national aussi, il faut le reformer. Il faut avoir un bac panafricain qui tient compte de ces recommandations qu'on a mis en place, enfin, qu'on suggère. Et pour l'entrepreneuriat, c'est très important. Et je pense que les pays comme le Rwanda l'ont très bien compris, puisque depuis 4 ans, l'entrepreneuriat est enseigné en fait dans les pays comme le Rwanda, et l'anglais aussi est une langue obligatoire. Donc, nous pensons que ces 4-5 recommandations sont les meilleures en fait pour permettre une meilleure éducation des jeunes et des moins jeunes, mais aussi pour permettre le lancement, pour permettre on va dire, de contribuer à la croissance économique de notre pays, puisque nous n'avons pas encore vu une seule nation qui a pu se transformer et se développer sans sa jeunesse. Et encore plus pour l'Afrique, où en 2050, l'Afrique aura la population la plus forte et la plus jeune au monde. Donc voilà à peu près nos différentes recommandations. Bien, M. Doucoumé, on va parler de la jeunesse. Vous savez, si on parle de la jeunesse, selon moi, d'une part, je pense très bien qu'on parle de l'éducation. Parce que l'éducation, ça, c'est l'un des facteurs du développement d'un continent ou bien d'un pays. Donc, qu'en pensez-vous au système éducatif au regard de la jeunesse africaine? Alors, nos systèmes éducatifs, comme nous l'avons dit en préambule de ces échanges, doivent pouvoir tenir compte effectivement des aspirations de la jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple simple. Dans des pays comme le Cameroun, vous avez spécialement des pans de formation qui ne sont pas utilisables, du moins dans la proportion dans laquelle elle est enseignée, qui ne sont pas utilisables sur le marché de l'emploi national. Donc, à un moment donné, nos pays africains réagissent à leurs propres besoins de développement comme s'ils en étaient surpris. Un exemple tout simple, aujourd'hui, on nous parle, au Cameroun par exemple, d'une émergence à l'horizon 2035. Mais aujourd'hui, à l'horizon 2035, qu'est-ce que nous voulons? La question, c'est de nous dire, à l'horizon 2035, nous voulons par exemple qu'au Cameroun, il y ait un tram. Nous voulons qu'au Cameroun, il y ait un métro. Nous voulons qu'au Cameroun, il n'y ait plus de délestage. Nous voulons qu'au Cameroun, l'eau potable soit assez courante. La question, c'est de se dire, on a une deadline qui est 2035. Aujourd'hui, commençons à former notre jeunesse sur ces métiers-là. L'exemple le plus tragique, c'est les exemples de coopération que nous avons dans les constructions aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez que s'il y a un événement, par exemple au Palais des Sports au Cameroun, et qu'il y a une ampoule qui se grille, il faut faire revenir les Chinois pour remettre cette ampoule. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nos décideurs, dans l'organisation de ces parcs de coopération, ne prévoient pas de transfert de technologie. Pourtant, ce sont ces contrats qui peuvent permettre justement et obliger les investisseurs à former la jeunesse camerounaise sur ces métiers pour lesquels nous n'avons aucune honte de dire aujourd'hui que nous n'avons pas d'expertise d'enseignement. Mais si nous n'avons pas d'expertise d'enseignement, pourquoi est-ce que nous ne nous appuyons pas sur ces investissements étrangers pour insérer dans ces contrats des clauses de transfert de technologie pour pouvoir former notre jeunesse? Plus loin, on a au Cameroun, par exemple, la question de la construction du port en eau profonde de Kribi, qui a été réalisée, encore une fois, sans transfert de technologie. Pourtant, et on le fait, je ne sais pas si c'est fait sciemment, mais en réalité, ça donne l'impression, effectivement, qu'on a des personnes qui nous dirigent qui sont pratiquement déconnectées de la réalité. Et pour ça, la solution, elle est toute simple. C'est à un moment donné, rapprochons l'administration de l'espace local. Et pour le faire, on peut commencer, justement, je l'ai dit tout à l'heure, les états généraux de l'éducation, pour nous permettre de nous dire qu'est-ce que nous voulons dans un avenir proche, moyen et beaucoup plus long. En fonction de nos aspirations, nous remodelons notre système éducatif pour nous dire, dans 20 ans, nous voudrons, par exemple, une compagnie aérienne nationale beaucoup plus compétitive. Ça veut dire que nous allons commencer à former nos enfants, notre jeunesse, sur ces secteurs d'activité. Ce n'est que lorsqu'on a une jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que la jeunesse camerounaise n'a pas de place, ne trouve pas de place dans le monde du travail, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dynamique, c'est simplement parce que le système éducatif qui lui est offert ne correspond en rien aux besoins de compétitivité sur le marché de l'emploi camerounais. Et aujourd'hui, je n'ai rien contre la biologie animale. Mais quand on forme 5000 licenciés en biologie animale dans un pays où il n'y a pas de carreleurs, où il n'y a pas d'électriciens, où il n'y a pas de mécaniciens, alors que ce sont des besoins de consommation quotidiens, il y a un réel problème.
Bien. Donc, M. Cédric, on va parler de la formation de plus. Que rebondissez sur cela, je voudrais vous demander, selon vous, comment mettre un système éducatif adapté au développement de l'Afrique et qu'en pensez-vous aux formations? Alors, pour la formation, je pense qu'il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui, surtout pour le système éducatif. Il faut former aux jeunes dans les métiers du numérique, par exemple. Aujourd'hui, il faut avoir une inclusion numérique. Il faut créer de plus en plus d'universités virtuelles qui forment les jeunes sur le numérique. C'est le cas, en fait, au Mali, avec l'université virtuelle du Mali qui est en fait en partenariat avec la BAD, qui est soutenue par la BAD. Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous, mais aujourd'hui, dans un pays comme le Kenya, où 15% du PIB vient des nouvelles technologies, aujourd'hui, le monde va vite. Le digital est forcément au cœur de notre système. On l'a vu avec la crise de la COVID-19, le système éducatif a été revu. La plupart des jeunes par exemple, doivent être formés à avoir des cours en ligne, à avoir des devoirs en ligne. Donc, pour des besoins sanitaires, il y a des recommandations qui ont été implémentées pour des raisons de sécurité. Donc, l'éducation, le numérique est très important en termes pour la formation des jeunes. Maintenant, encore pour la formation dans le système éducatif, il y a l'agriculture. 60% des terres africaines ne sont pas encore exploitées. Donc, dans un pays comme que ce soit le Niger, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et autres, 60% des terres africaines ne sont pas encore exploitées. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment cesser de former les jeunes dans des métiers où il n'y a pas de besoin. L'agriculture, c'est là où il faut les former. Donc, on a encore 60% de terres à être exploitées. Il faut les former sur l'agriculture, l'aquaculture, l'industrialisation de l'agriculture. Et aujourd'hui, c'est des métiers d'avenir en plus du numérique. Donc, voilà à peu près le type de formation qu'il faut compléter pour améliorer le système éducatif. Parce que de toute manière, si on ne forme pas les jeunes aujourd'hui, je le redis encore une fois, ça risque d'être une bombe à retardement dans les années à venir. Parce que ce seront des jeunes qui sont en manque de repères. Ça ne sera pas de leur faute s'ils ne trouvent pas de travail. Ce ne sera pas de leur faute s'ils n'ont pas de quoi vivre ou avoir de revenus. Simplement parce qu'ils n'ont pas les meilleurs outils, ils n'ont pas les meilleures formations et donc qui correspond pourtant à des emplois qui peuvent exister ou à la création de richesses en entrepreneuriat. Donc voilà. Bien. Monsieur Doucoumé, on va parler aussi maintenant de votre pays, je pense que le Cameroun. Nous avons vu ce qui s'est passé au nord du Cameroun, aussi on a vu ce qui s'est passé dans certains pays africains, c'est-à-dire le Soudan, le Sud-Soudan, l'Éthiopie, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, on va parler de l'éducation dans des zones de conflit. Qu'en pensez-vous au système éducatif dans les zones de conflit? Je crois que c'est une situation très tragique de retrouver des enfants au cœur des conflits armés. Et je crois que dans cela, nous avons tous notre responsabilité à prendre, que ce soit les parents, que ce soit les politiques, les gouvernants, nous avons tous notre responsabilité à prendre parce que je pense, peut-être naïvement, qu'un conflit armé ne survient pas du jour au lendemain. Il y a des prémices, c'est parce que nous manquons à certaines obligations, nous manquons à certaines précautions et nous en arrivons à une situation où le dialogue n'est plus envisageable et que l'on retrouve de tels agissements. Heureusement, les forces de sécurité, les forces de défense de l'ordre font un travail remarquable et je pense que ce ne serait pas trop que de reconnaître la bravoure de ces hommes et femmes qui, parfois même au péril de leur vie, défendent le territoire national. Mais je pense effectivement que ça pourrait, et d'ailleurs Cédric l'a dit tout à l'heure, on pourrait justement aller aujourd'hui vers cette transition numérique qui permettrait effectivement de pouvoir maintenir les enfants en dehors des zones conflictuelles, parce que généralement on a vu qu'ils étaient assassinés ou attaqués dans des écoles. Et s'il y avait cette transition numérique, ça aurait permis que ces enfants n'aient pas besoin de braver ces couvre-feux décrétés par ces forces armées pour pouvoir apprendre depuis la maison. Par contre, comment arriver à mettre en place de tels systèmes de fonctionnement?
On a tendance à penser que les choses qui réussissent ailleurs de façon naturelle et normale relèvent du mystère ou de la magie quand il faut le mettre en place dans nos pays africains. Pour pouvoir mettre en place la transition numérique de façon efficace, il y a des préalables. La première chose, c'est avoir une couverture en électricité pérenne et stable. Et ça, encore une fois, ça ne relève pas de la magie. Aujourd'hui, on a tous les systèmes qui sont capables de pouvoir le faire. Nous avons le vent naturel au Cameroun pour permettre le fonctionnement solaire. Nous avons le rayonnement solaire. Nous avons tous nos bassins en cours d'eau. Rappelons que le Cameroun abrite quand même 40% de la réserve en eau du bassin du Congo. Ce n'est pas rien si on veut effectivement pouvoir avoir une couverture électrique stable. Derrière, cette couverture électrique stable va donc venir au renfort d'une couverture numérique avec des partenaires qui peuvent arriver à la mettre en place dans un cadre de partenariat public-privé, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains, et notamment en Afrique centrale, ont un taux d'endettement assez excessif. Ça veut dire qu'il faudrait également repenser l'investissement étranger dans nos pays africains qui ne peut plus se faire selon le modèle classique et traditionnel hérité de la colonisation, qui est celui de l'endettement. Aujourd'hui, on doit pouvoir aller vers de vrais partenariats gagnant-gagnant entre les investisseurs étrangers, naturellement beaucoup plus ceux qui viennent de l'Europe, pour pouvoir apporter des solutions efficaces qui soient utilisables dans le contexte africain. Effectivement, pour chuter sur votre question, la question de la fragilité de l'éducation de la jeunesse africaine en proie dans des zones de conflit aurait pu être réglée effectivement par une pédagogie numérique via la transition numérique. Bien, Monsieur Cédric, comment mettre des mesures en place pour ça, le système éducatif dans les zones de conflit? Alors, comment mettre les mesures en place dans les zones de conflit? Comme l'a dit Ahmad tout à l'heure, pardon? Comme l'a dit Ahmad tout à l'heure, en fait, il y a le numérique qui est très important. Et il faut mettre en place utiliser le numérique comme levier dans le système éducatif, comme lieu de transformation du système éducatif pour permettre non seulement aux enseignants, mais aussi aux élèves d'avoir un écosystème, en fait, où ils peuvent travailler vraiment en sécurité, pour qu'ils n'aient pas, en fait, à braver à chaque fois les dangers pour aller à l'école. Donc, il faut utiliser des outils en ligne pour qu'ils apprennent, pour leurs devoirs et autres. Ensuite, comment mettre en place ce système? C'est typiquement, aujourd'hui, il y a le taux de pénétration au Cameroun ou en Afrique est extrêmement élevé. Parfois même, on se retrouve avec 2 portables. Donc, il faudrait que les gouvernements mettent en place des plans d'action ou les États mettent en place des plans d'action d'urgence, en fait, pour exploiter ce taux de pénétration et pour sensibiliser cette transformation numérique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, dans les zones dans les conflits. Et peut-être même améliorer en fait la diffusion, pas la diffusion des zones, mais la connexion dans ces zones en fait, la connexion d'Internet dans ces zones pour permettre à tout un chacun qui soit à la maison de pouvoir en fait typiquement avoir une éducation saine et en sécurité. D'autre part, je dirais que maintenant pour le suivi des examens, parce qu'il y a aussi la phase des examens nationaux, parce qu'on le dit souvent, il y a l'éducation, il y a la formation, mais il y a aussi les examens. Je pense que pour les examens, c'est pareil, il faut les mettre dans des centres de sécurité, dans des endroits safe, dans des endroits sécurs, où ils pourront pleinement affronter, que ce soit le bac ou le probatoire ou le BEPC, par exemple au Cameroun. Ou encore une autre idée qui vient d'être émergée, c'est typiquement faire des examens en ligne. Faire des examens en ligne, typiquement, ou faire des examens dans des centres, soit des examens en ligne, soit des examens dans des centres sécurisés. Ça, c'est le côté numérique. Maintenant, je pense que la diaspora peut avoir son mot à jouer dans tout cela. Avec la crise de la Covid et la crise du Nozo, je pense qu'il peut y avoir des fonds de solidarité de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora, c'est environ
3,5 à 4 millions de personnes en France, 10 millions en Europe, avec des transferts de 70 milliards en Afrique et de 49 milliards en Afrique subsaharienne, même si avec la Covid, ça va diminuer de 20 à 25% selon l'ONU ou la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale. Mais la diaspora est le premier vecteur d'investissement plus que l'aide au développement. Donc, il faut mettre en place des systèmes pour capter l'épargne de la diaspora, mettre des fonds pour pouvoir en fait aider, par exemple, ces populations en termes et aussi reformer le système éducatif de ces populations dans ces zones en précis. Donc, typiquement, on peut sensibiliser la diaspora par rapport à ces zones pour pouvoir reformer, pour pouvoir aider le système éducatif. Si j'ai vu qu'il y a une loi qui va passer aujourd'hui, qui a été demandée en France par une députée de la République En Marche, que, en fait, si on a de la diaspora et qu'on vit de l'argent, on peut, ça peut être exonéré de taxes. Ça peut être, non seulement ça peut être exonéré de taxes, mais ça peut être compris dans nos impôts, baisser les impôts. Donc ces genres de mesures de financement de l'éducation, d'utilisation du numérique, je pense que ce sont des mesures et de sensibilisation de la population. Ce sont des mesures pour pouvoir aider les populations dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Bien. Monsieur Doucoumé, on va parler, de l'État, d'une part. Donc, quels sont les rôles africains dans le système éducatif et peuvent-ils faire mieux? Vous savez très bien, si on parle de l'éducation, d'une part, on parle de gouvernement. Donc, parce que, par exemple, le gouvernement a une part de responsabilité de construire des écoles, de mettre en place des infrastructures. Donc, quel est le rôle des gouvernements africains? Alors, je pense que la responsabilité gouvernementale est assez colossale en matière de financement. Et il faudrait justement, parmi les leviers, pouvoir réduire le train de vie de l'État. Aujourd'hui, au Cameroun, lorsque vous êtes un enfant et que vous commencez à l'école maternelle, entre l'école maternelle et si vous devenez fonctionnaire, vous transitez à minima entre 4 ou 5 ministères. Vous avez le ministère de l'Éducation de base, vous aurez le ministère de l'enseignement secondaire, vous aurez le ministère de l'enseignement supérieur, vous aurez le ministère de la recherche, vous aurez le ministère de l'emploi ou le ministère de la fonction publique. Donc nous avons une masse structurelle de consommation financière qui fait en sorte que les besoins opérationnels sont relégués au second plan devant des besoins de consommation. Donc, je pense, pour ma part, que l'État, on pourrait commencer par recentraliser le ministère de l'Éducation nationale, comme cela était le cas à une certaine époque, pour permettre justement de dégager de la trésorerie pour répondre à des besoins d'infrastructures réelles au niveau local. Et ça entraîne effectivement une certaine corrélation aujourd'hui dans la mise en place de la décentralisation telle qu'elle devrait se faire de façon opérationnelle. Je me réjouis déjà que récemment, au Cameroun, a eu lieu les élections régionales et que les conseillers régionaux ont pu être installés dans leurs fonctions pour la plupart. Il faudrait effectivement une certaine décentralisation de la gestion pour permettre non seulement à l'État central de poser le cadre de la politique nationale de l'éducation, maintenant permettre aux régions et aux communes de pouvoir implémenter chacune en fonction de ses ressources et parfois de ses besoins particuliers et même des intérêts et de l'attractivité de certaines régions, de mettre en place des systèmes et des stratégies qui lui sont propres, dans l'intérêt effectivement d'une continuité de l'action nationale. Parce que la difficulté aujourd'hui au Cameroun, c'est que nous avons des zones, malheureusement, dans nos pays où tout un établissement se réduit à un bâtiment, et un bâtiment de 25 mètres carrés, où nous avons une salle de classe et un espace de bureau pour le directeur, qui fait à la fois directeur, instituteur pour toutes les salles de classe. Et malheureusement, on ne peut résoudre un problème que si on en prend conscience. Tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on a ce problème, on ne peut pas le résoudre, parce qu'on ne peut pas affecter des moyens, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de problème. Sauf que la plupart de nos autorités locales et gouvernementales sont dans un certain déni de réalité.
ils sont dans un déni de réalité parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas qu'on soit encore dans un système où il ne soit pas normal d'avoir un enseignant pour 45 élèves. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement a orienté un peu les aspects d'élite, où aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, où aujourd'hui, l'État est le principal employeur. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en 2018, la charge salariale du secteur public était de 1085 milliards sur un budget de 4 000 milliards. Ce n'est pas possible que le budget de la charge salariale de l'État représente pratiquement le quart du budget national. Par contre, si on allège justement cette charge salariale-là, en diversifiant par le biais de l'entrepreneuriat, ce qui permettrait effectivement de pouvoir rendre opérationnels des secteurs beaucoup plus prioritaires. Aujourd'hui, vous avez la magistrature, l'armée, l'administration centrale, qui sont, entre guillemets, des secteurs d'excellence et de responsabilité. Pourtant, ce sont des secteurs qui ne produisent pas grand-chose. L'éducation, aujourd'hui, a besoin d'être renforcée, a besoin d'être valorisée, a besoin d'un meilleur encadrement salarial pour ces hommes et femmes qui transmettent du savoir. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait une réelle réforme, à la fois structurelle pour le gouvernement, qui tienne compte de ses priorités, qui sont l'éducation, la santé, la défense et l'économie, afin de pouvoir répondre de façon plus efficace aux besoins locaux. Bien, M. Cédric, donc selon vous, comment valoriser le système éducatif en Afrique et quel est le rôle des gouvernements africains? Alors, le rôle du gouvernement africain, il est très important, comme l'a dit Armand. C'est eux qui créent le framework pour pouvoir, en fait, le cadre, pour pouvoir avoir un système éducatif adéquat. C'est eux qui ont les décisions à la fin. C'est-à-dire que, malheureusement, comme l'a dit Armand, il y a des limites à ce modèle. Typiquement, le secteur public, la masse salariale, c'était 1058 milliards de francs CFA, alors que la masse dans le privé est de 996 milliards de francs CFA. Donc, ça veut dire que le secteur public est supérieur au secteur privé. Je pense que déjà, que ce soit pour l'éducation et pour l'économie en règle générale, aucune économie ne peut avancer tant que la taille du secteur public est supérieure au secteur privé. Et donc, il faut aider les PME. Et pour revenir à l'éducation, je dirais que il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs directions. Le plus important, c'est que c'est les réformes à être mises en place. C'est là où se passe, c'est là où il y a le cœur, l'épine, le cœur du problème. C'est les réformes structurelles. Les réformes structurelles à adopter dans l'éducation, c'est l'État et c'est le gouvernement qui les met en place. Donc, typiquement, nous avons parlé de nos recommandations. Nous pensons que, comme en Corée du Sud, où le budget est de 20 à 25%, qui a permis à ce pays d'être émergent et d'être un pays top 10 mondial, comme en Côte d'Ivoire, où le budget est de 25%, où on voit que l'éducation est fortement accélérée. Nous pensons que les États doivent mettre environ 20 à 25% de leur budget sur l'éducation et sur la transformation éducative de nos jeunes. Ça, c'est le deuxième point. C'est le budget alloué à l'éducation. Le premier point, c'est la taille du secteur public. Même s'il crée le framework, on ne peut pas avoir un système éducatif, on ne peut pas avoir un pays transformé économiquement tant que le système public est supérieur au système privé, tant que la masse salariale, comme l'a dit Armand, du secteur public est le quart du budget, c'est impossible. Donc, il faut, c'est capital. Le rôle des États et de nos décisions et de ceux qui prennent les décisions sont capital dans l'implémentation et dans l'amélioration du système éducatif. Et on espère que à travers les think tanks, à travers les conseils, toutes les implémentations, ou au moins une partie des implémentations vont pouvoir être faites de manière graduelle et pour pouvoir assurer l'avenir de nos jeunes. Et encore une fois, on a un gros risque.
si on ne forme pas ces jeunes, c'est une bombe à retardement qui nous attend, qui attend l'Afrique en 2050. Donc voilà. Bien. Monsieur Doucouré, on va parler de la scolarisation de la jeune fille. Vous savez bien sûr, nous regardons des statistiques selon l'UNESCO, surtout dans les pays africains, la scolarisation de la jeune fille n'est pas tellement élevée par rapport aux autres pays ou bien par rapport aux autres continents. Donc, comment voyez-vous la scolarisation de la jeune fille en Afrique? Alors, j'aurais sur la question une approche très prudente. La scolarisation de la jeune fille devrait être appréciée effectivement du point de vue socio-culturel. Ce ne serait pas assez prudent de se lancer en conjecture sur les grands principes républicains sans tenir compte de l'environnement socio-culturel de nos pays africains. Effectivement, une fois que c'est dit, il faudrait partir du constat selon lequel tous les enfants, en âge d'être scolarisés, ont le devoir, et même dans certains pays aujourd'hui, comme le Cameroun, ont l'obligation d'être scolarisés. Malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas une réalité. Et il faudra aller questionner les raisons de cette inefficience. Je pense pour ma part que pour la scolarisation de la jeune fille, nous avons un travail en amont à faire au niveau des générations antérieures. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez rechercher les difficultés de scolarisation de la jeune fille, ce ne sont pas dans des zones urbaines. Nous sommes toujours en zone rurale et cela arrive rarement chez des parents d'un certain âge. Généralement, ce sont des parents d'une certaine génération qui se retrouvent, ou alors qui se retrouvent effectivement dans certaines zones rurales, qui ont encore, pour des questions culturelles, ce frein-là. Et c'est en cela que les états généraux de l'éducation dont je parlais tout à l'heure auraient un impact. Parce que ces états généraux permettraient de réunir justement, de créer de la réflexion autour de ces questions culturelles qu'il ne faut pas négliger. Parce que même s'il y a des abus, il y avait quand même derrière un certain fondement culturel dans le besoin de la jeune fille, pour la jeune fille de rester à la maison et pas d'aller à l'école, qu'il faut prendre en compte et qu'il faudrait pouvoir faire maturer pour faire arriver dans l'espace-temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous regardez des pays d'Afrique du Nord comme la Tunisie ou le Maroc ou l'Égypte, la scolarisation de la jeune fille, paradoxalement, ne pose aucun problème. Et on se rend compte, malheureusement, que les filles sont les plus scolarisées dans ces pays-là, où certains nous ont fait penser que c'est une certaine religion qui empêchait à la jeune fille d'être scolarisée. Je pense qu'il faudrait faire, malheureusement, cet état des lieux pour faire ressortir l'ensemble des difficultés liées à la vulgarisation de la scolarisation complète de la jeunesse camerounaise et africaine, tenir compte des différentes spécificités socioculturelles, trouver ensemble des leviers de connexion pour permettre effectivement à la jeunesse de pouvoir se sentir intégrée dans une forme de développement inclusif, participatif par l'éducation. Parce que ce qui se passe pour l'éducation de la jeune fille, et je suis par là, c'est la même problématique que l'on a souvent vue sur le développement infrastructurel dans certains pays africains, où il y a des populations autochtones qui sont hermétiques au développement ou au passage de la route par leur localité, simplement parce que culturellement, leurs ancêtres leur ont dit que si la route passe, ce sera le dépaysement de vos valeurs, ils vont voler votre culture et vous serez appauvris. Or, c'est ce travail pédagogique que l'on devrait faire, qu'on a d'ailleurs fait déjà pour les populations riveraines dans le cadre des traçages routiers, que l'on pourrait également faire vis-à-vis de ses parents et grands-parents réfractaires à l'éducation de la jeune fille pour pouvoir les amener par une pédagogie collective et inclusive à comprendre le bien fondé de l'intégration de la jeune fille qui est la mamelle nourricière de notre Afrique dans le tissu éducatif. Bien, M. Cédric, vous savez très bien, comme il a si bien mentionné, comme M. Doucoumé l'a si bien mentionné, vous savez, il y a une différence entre les zones rurales et les zones urbaines concernant la scolarisation de la jeune fille. Donc, selon vous, comment mettre des stratégies
pour permettre dans les zones rurales une augmentation de la scolarisation de la jeune fille? Alors, pour augmenter la scolarisation de la jeune fille dans les zones rurales, déjà, il faut comprendre les limites de la jeune fille. C'est-à-dire que déjà, elle est sujette en fait aux problèmes sociaux. C'est-à-dire que elle est sujette au mariage forcé, au travail forcé, aux violences sexuelles, physiques, aux grossesses précoces. Et aujourd'hui, les jeunes filles, par rapport à leurs homologues masculins, sont plus exposées à ces faits. Elles ont 2 fois moins de chances de suivre des études secondaires que les garçons. Donc, et je pense que déjà, il faut sensibiliser l'opinion publique dans les zones rurales à cela, à l'importance de scolariser les jeunes femmes. Pourquoi on doit les scolariser les jeunes femmes? Parce que c'est très simple. Priver la scolarisation des jeunes femmes, c'est priver d'une force de 50% de la force de travail. Parce que les femmes sont beaucoup plus, elles représentent 50% de la population. Donc, ne pas scolariser les femmes, c'est ne pas scolariser 50% de la population active. Déjà de 1. De 2, je pense que l'État et les pouvoirs publics et les pouvoirs privés doivent mettre en place, en plus de après la sensibilisation, ils doivent mettre en place des programmes en fait de construction, je dirais pas d'écoles spécifiques aux femmes, mais des écoles mixtes où on met en avant en fait la femme. C'est-à-dire que dans le système éducatif, il faut mettre en avant des programmes pour l'autonomisation des femmes. Typiquement, il faut les apprendre à comment elles doivent industrialiser leur champ ou bien dans le domaine de l'agriculture. Donc, elles doivent comprendre comment industrialiser les activités agricoles, par exemple. De 2, il y a aussi une notion de mindset dans la formation des femmes. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes se disent que les jeunes filles se disent qu'elles sont aussi bonnes que les jeunes garçons. Donc, il y a un effort de développement personnel à faire au niveau que le pouvoir public et le pouvoir privé ou les écoles privées, dans les écoles privées, doivent faire au niveau des femmes ou des jeunes filles. C'est un effort d'éducation au développement personnel pour qu'elles aient une meilleure estime d'elles-mêmes, une meilleure confiance d'elles-mêmes et pour qu'elles performent à l'école et donc qu'elles performent dans la société et pour qu'elles créent de la richesse. Donc, je pense que c'est ces 3 points que je pense que au-delà des réformes classiques, c'est-à-dire que faire un suivi de la scolarisation des jeunes femmes dans les zones rurales, faire un suivi des parents ou de l'attention des parents lors de la scolarisation des jeunes femmes. Je pense que ces 3 points, que ce soit la sensibilisation, le développement personnel et aussi l'automatisation des femmes ou de la jeune fille sont très importants pour la scolarisation en règle générale. Parce que aujourd'hui, c'est clair, les femmes, elles ont 2 fois moins de chances de terminer leurs études secondaires que les garçons en Afrique subsaharienne. Et en plus, la COVID-19 a amplifié ce phénomène parce que, on le sait très bien, dans nos sociétés traditionnelles, la femme est à la base des tâches ménagères, à la base du travail à la maison. Donc, du coup, vu qu'on était très confinés, la plupart, beaucoup étaient confinés ou il y avait des couvre-feux, la jeune fille, en fait, avait plus de disposition à aller, plutôt qu'à aller à l'école, par exemple, à faire des tâches ménagères, à s'occuper des tâches de la maison. Donc, voilà. Je disais que vous savez, le Ferland est classé parmi les 10 premières, si nous regardons le classement du système éducatif. Vous savez très bien, la France est classée parmi les 20 premières concernant le modèle de système éducatif. Donc, pensez-vous qu'une éducation à un modèle africain peut-il nous aider à améliorer notre système éducatif? Alors, je pense que la réponse est dans la question. Il faudrait qu'on apprenne à nous sortir nous-mêmes d'une certaine servitude. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains encore, lorsque vous avez une certaine démarche de rectitude, on vous taxe de blanc. Ça a l'air anodin, mais ça a un impact profond et ça en dit long sur la psychologie de l'environnement dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, je vous prends un exemple tout simple.
quand nous étions à l'école, on nous enseignait l'histoire. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que pendant mes cours d'histoire au Cameroun, j'en savais plus sur l'histoire de la France que sur l'histoire du Cameroun. C'est une tragédie. Je pense que nous devons justement repenser l'éducation à l'africaine. Aujourd'hui, quand on parle des auteurs de littérature, j'ai lu Madame Bovary, j'ai lu Aimé Césaire, mais je n'ai pas lu dans mes manuels scolaires autant d'auteurs africains. Et en cela, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la France qui doit venir nous demander de pouvoir le faire. Nous devons effectivement penser une éducation à l'africaine qui tienne compte de notre histoire. Aujourd'hui, nous voyons tous ces aînés qui s'en vont. Je me pose la question de savoir si dans 5, 10, 15, 20 ans, dans 30 ans, est-ce que dans 50 ans, la jeunesse africaine connaîtra son histoire? Est-ce que dans une centaine d'années, la jeunesse africaine connaîtra ses repères? Parce qu'aujourd'hui, nous allons vers une certaine au nom de la modernisation de la société, nous allons vers une certaine européanisation de nos habitudes. Sauf qu'en le faisant, nous détruisons le socle culturel qui est le nôtre. Et en cela, l'éducation, justement, a son rôle à jouer pour reformer le système éducatif afin d'apprendre à notre jeunesse africaine les instruments, l'histoire de l'Afrique. Et Cédric l'a dit tout à l'heure, on voit déjà dans certains pays où on apprend des langues maternelles à l'école. Il faudrait qu'on le fasse. Parce que nous avons voulu calquer, et c'est en ça que tout à l'heure je parlais de l'héritage colonial. Nous avons calqué un modèle que même ceux chez qui on a calqué n'utilisent plus. Parce que le modèle éducatif tel que nous l'avons calqué en 1960, à la sortie des indépendants, même la France l'a abandonné. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons parler d'excellence dans un modèle où même ceux qui nous l'ont transmis ont cessé de l'utiliser? Je pense que nous devons repenser l'éducation sur les fondements, les valeurs et les traditions africaines. Aujourd'hui, il y a très peu d'écoles initiatiques qui continuent d'exister. Aujourd'hui, les écoles initiatiques africaines relèvent, entre guillemets, de la magie ou du maraboutage. Pourtant, c'est notre essence culturelle. C'est ce que nous sommes. Cédric a abordé le sujet très, très brièvement tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, les répercussions de la COVID-19 n'ont pas la même incidence en termes de dégâts et de décès? L'Afrique a une histoire traditionnelle et spirituelle que nous avons reniée. Il est temps que nous y retournons. Parce que y retourner, ce serait se renouer avec qui nous sommes. Et si on renoue avec qui on est, on pourrait effectivement faire de belles choses. Bien. Monsieur Cédric, qu'en pensez-vous de cela? Je suis tout à fait d'accord avec Armand. Il faut se réapproprier notre histoire. Justement, dans l'une des recommandations, j'ai oublié de le dire, c'est l'aspect culturel et histoire africaine. Il y a des livres comme l'histoire générale de l'UNESCO, l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, où on parle vraiment de la naissance de l'Afrique jusqu'aux indépendances. Donc, il faut plus d'auteurs africains dans nos cours, dans nos manuels scolaires, pour pouvoir créer nos propres modèles éducatifs, pour pouvoir améliorer notre propre modèle éducatif. C'est très important parce que plus le temps va passer, plus nos jeunes auront besoin de cela. Et si nos jeunes ne connaissent pas nos auteurs africains ou panafricains, eh ben, typiquement, ils auront une autre culture que la nôtre. Ils auront une autre culture. En tout cas, leur culture de base, très jeune, ne sera pas une culture africaine. Ils auront une culture peut-être ouverte au monde international ou bien héritée de la colonisation ou bien des colons, dans un système qui est encore obsolète aujourd'hui. Donc, il faut vraiment que les Africains apprennent à lire des livres africains, des auteurs africains. Je pense que c'est le point le plus essentiel pour moi. Je vais être court parce qu'on ne peut pas savoir où on part si on ne sait pas d'où on vient. Donc, c'est très important la culture, c'est très important l'histoire, c'est très important de connaître nos racines et d'incorporer ça en fait dans nos manuels scolaires. Et même par
pas forcément par des livres pour l'instant, hein, ça peut être par les BD pour les plus jeunes, des BD de rois africains. Voilà, on sait très bien qu'on a eu de nombreux rois africains et parmi les plus légendaires et les plus riches au monde. Donc, il faut créer ce genre de système où l'enfant va s'approprier qu'est-ce que être africain, qu'est-ce que être panafricain, quelles sont mes racines. Donc voilà. Bien. Cela, je pense bien que c'est là le rôle du gouvernement vient. Vous savez très bien sur les changements de système éducatif à la modèle africaine. Vous savez très bien le gouvernement doit jouer ce rôle. Donc, selon vous, M. Doukoumé, quelles sont les solutions à mettre en place pour un système éducatif à un modèle africain? Alors, déjà, on peut se féliciter de la fin des accords coloniaux, qui, même si dans un premier temps, ces accords n'avaient pas une direction éducative, leur incidence économique avait fatalement des répercussions sur le système éducatif. Aujourd'hui, il est temps que les gouvernements africains puissent d'abord être dirigés par des personnes qui connaissent notre Afrique. Parce que si à la tête d'un État, nous avons quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour l'Afrique et pour qui l'Afrique et son pays n'a d'histoire que depuis les indépendances, vous voyez bien que nous avons une certaine fracture sociale et historique. Nous devons avoir à cœur pour nos gouvernements de recréer une notion qui est celle du patriotisme. Aujourd'hui, on peut tout reprocher à un pays comme les États-Unis. Mais il y a une âme profonde aux États-Unis. Il y a un patriotisme ancré dans l'ADN des Américains. Et ce patriotisme va se forger. Et d'ailleurs, le président Amadou Ahidjo, le premier chef d'État camerounais, le disait, l'État, il est là. Mais notre nation, il nous appartient de la construire. Et les gouvernements africains doivent justement reconstruire nos nations africaines sur la base de ce patriotisme qui devrait se construire collectivement. Aujourd'hui, les cours d'éducation civique n'existent plus. Pourquoi? Oui. C'est dans ces cours que l'on t'apprenait l'amour de ton pays. Même si on pouvait regretter qu'on les considérait comme des cours de seconde zone ou comme des cours facultatifs, mais ils avaient l'avantage de pouvoir inscrire une marque dans la mémoire et dans l'esprit des élèves. On peut regretter effectivement également que la gestion publique, la gestion des fonds publics, telle que pratiquée par nos administrations, tendent effectivement à démontrer un manque de patriotisme parce que lorsque vous détournez 50, 500 millions ou 5 milliards qui étaient destinés à la construction d'un pont qui aurait permis à des zones enclavées pouvoir être ravitaillées, c'est au-delà de la méchanceté, il y a un manque de patriotisme parce que si on aime son pays, on a du mal à détourner 500 milliards pour pouvoir aller financer, qui était censé financer un projet de développement pour ses intérêts personnels. Il faut reconstruire ce patriotisme. Et en le reconstruisant, je pense que nous aurons chacun le sentiment d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Et chacun, comme on dit, l'histoire dit, chacun balayant devant sa cour, on se réunit vers le centre de la cour avec un village propre. Bien, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel est votre mot à la fin? Alors, mon mot de fin, je commencerai par vous remercier, vous, Amadouba, et votre chaîne télé, effectivement, pour l'opportunité que vous donnez à des mouvements comme notre think tank. Je regrette que notre président ait eu des problèmes de connexion et qu'il doit partir. L'idée, pour moi, le mot de fin serait également serait une interpellation collective.
serait de dire l'Afrique, il ne faudrait pas qu'on se retrouve. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins avec la fin historique des accords coloniaux. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans l'esprit de la conférence de Berlin où, pour décider du destin de l'Afrique, le plus grand absent était l'Afrique. Les Africains doivent prendre leur destin entre les mains. Et pour venir à une seule pensée de Churchill, avant de te demander ce que l'État a fait pour toi, demande-toi ce que toi tu as fait pour l'État. Nous avons une responsabilité collective dans laquelle chacun de nous, sans chercher à savoir ce que l'autre a à faire pour que les choses avancent, doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice afin d'avoir une œuvre juste et parfaite. Bien, merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie, Amadou.